Dans les prochains numéros, on va faire des exercices qui vont mettre en application des calculs de limites ou les différentes propriétés de fonctions qu'on a vues dans les exercices précédents. Donc, on va faire le 1.20. On a une structure ici, donnée par les points ici et tracée en noir. Et la structure est tenue grâce à deux câbles. On nous demande en A, quelle est la longueur du câble 1, du câble 2 et quelles sont les distances D1 et D2. Donc, ce que je vais faire premièrement, je vais identifier quelques points. Je vais identifier ce point-ci comme étant le point A, ce point-ci comme étant le point B, ce point-ci comme étant le point C et celui-là comme étant le point D. Et je vais aussi identifier cette portion-là ici comme étant la section 1. Et je vais identifier cette portion-là ici comme étant la section 2. Donc, premièrement, pour la section 1, on nous donne 2 points sur la section 1. Donc, on va trouver une équation comme étant y est égal à ax plus b qui correspond à la section 1. Donc, tout d'abord, on va trouver le taux de variation A. Ça, on va le trouver grâce à l'équation suivante, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on va prendre deux points qu'on connaît. On va prendre ce point-là comme étant le point 2 et ce point-là comme étant le point 1. Donc, on va faire y2 moins y1, donc 7 moins 3. 7 moins 3, divisé par x2 moins x1, donc 6 moins 1. Et ça nous donne 4 cinquièmes. Et dans notre équation ici, on va remplacer A par 4 cinquièmes et on va chercher à trouver la constante B. On va trouver la constante B en utilisant un de nos points, en utilisant les coordonnées x et y de un de nos deux points. On peut prendre n'importe lequel. Moi, je vais prendre le point ici, x est égal à 6 et y est égal à 5. Donc, on va avoir 7 qui est égal à 4 cinquièmes multiplié par x, donc 6 plus b. Donc ça, si on isole b, on trouve 11 cinquièmes. Donc l'équation de la section 1, elle est donnée comme ça. On a y qui est égal à 4 cinquièmes fois x plus 11 cinquièmes. Et je vais faire également la même chose, mais concernant la section 2. On cherche une équation qui va être exprimée sous la forme suivante, y est égal à ax plus b. Le a, on va le trouver en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vais prendre le point ici, le point 15 et 8 comme étant mon point 2 et celui-là comme étant mon point 1. On peut les interchanger, ça ne va rien changer au calcul. Donc, on va avoir 8 moins 5 divisé par 15 moins 21. Ça nous donne 3 divisé par moins 6 qui nous donne moins 1/2. Donc ici, on a trouvé notre constante A. On va ensuite trouver notre constante B en utilisant un point x et y quelconque. Un de nos deux points ici. Je vais prendre le point ici. Donc on va avoir 8 qui est égal à moins 1/2 fois 15 plus B. Et si on isole B là-dedans, on va trouver B qui est égal à 31/2, 31 sur 2. Donc, l'équation concernant la section 2, on a y qui est égal à moins x sur 2 plus 31/2. Donc, on va premièrement trouver le point A ici et le point D. Le point A, on va prendre cette équation-là ici. Et le point A est situé sur l'axe des x, donc sa valeur en y est égale à 0. Donc, pour trouver le point A, donc je vais écrire ici A, on va prendre l'équation qu'on vient de trouver, on va remplacer y par 0. Donc, on va avoir 0 qui est égal à 4 cinquièmes fois x plus 11 cinquièmes. Donc, si on isole x, on va trouver x qui est égal à moins 11 cinquièmes multiplié par 5 quarts.
qui nous donne moins 11 quarts. Donc, si on veut trouver la distance D1, on va faire la différence, entre le point B et le point A. Donc, la distance D1, c'est égal au point B moins le point A. Le point B, sa coordonnée en X est égale à 0, puisqu'elle est située vis-à-vis de l'axe des Y. Donc, ici, on va avoir 0, moins les coordonnées en X du point A qu'on a trouvé ici. Donc, ça va être moins 11 quarts. Donc, la distance D1, on a 11 quarts. Et ça, les unités, c'est des mètres. Donc, on a répondu à la première question ici. On va ensuite faire la même chose avec la distance D2. Donc, premièrement, on doit trouver les coordonnées en X du point D. Donc, pour le point D, on va encore une fois prendre notre équation ici. On va remplacer Y par 0. Donc, on va avoir 0 qui est égal à moins X sur 2 plus 31,5. Si on isole X, on va avoir X qui est égal à moins 31,5 multiplié par moins 2 sur 1. Donc ça nous donne 31. Donc pour le calcul de D2, on va faire la différence entre notre point D et notre point C. Donc la coordonnée en X du point D, c'est égal à 31. Et la coordonnée en X du point C, on va aller voir aussi, la coordonnée en X du point C, c'est 22. Donc, si on fait 31 moins 22, on obtient 9. Et les unités, c'est des mètres. Donc, la distance des deux correspond à 9 mètres. On doit aussi, en A, trouver la longueur du câble la longueur du câble 1 et du câble 2. Les longueurs des câbles 1 et des câbles 2, on a trouvé le point ici, le point 1. Et on connaît la coordonnée ici. Donc, on va faire Pythagore. Donc, pour la distance du câble 1, on va faire racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Quel est notre delta x? Si on compare, si on regarde nos deux coordonnées en x, ici on a 1. Et on va prendre ensuite la coordonnée en x de du point A. Donc, on va avoir 1 moins les coordonnées en x de notre point A. Donc, moins 11 quarts. Ça va être au carré. Plus la différence en y. Notre point ici, sa coordonnée en y est égale à 3. Et notre point A, sa coordonnée en y est égale à 0. Donc, on va faire 3 moins 0. Ça va être au carré. Donc, ça ici, si on applique le calcul, on va trouver 3 racines de 41 sur 4. Et si on le convertit en mètres, en nombre décimal, ça nous donne environ égal à 4,802 mètres. Donc, ça, c'est pour le câble 1. On va faire la même chose concernant le câble 2, donc on va faire racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. On va regarder premièrement concernant le delta x, quelles sont nos coordonnées en x. Pour le point ici, dans le fond, on veut connaître la différence en x entre ce point-là et ce point-là. Donc ici, on a 21. Et le point D, on a un x qui est égal à 31. Donc, on va faire 31 moins 21 au carré, plus la différence en y. Quelle est la différence en y? Ici, on a une coordonnée en y de 5. Ici, on a une coordonnée en x de 0. Donc, on va faire 0 moins 5 au carré. Donc, quand on fait le calcul de racine carrée ici, on va avoir racine carrée de 125. Et ça, c'est environ égal à 11
4,18 mètres. Donc ça ici, c'est pour la longueur de notre câble 2. Ensuite, en B, on cherche à savoir quelle est la hauteur du point le plus haut de la structure. Donc le point le plus haut, c'est le point qui est situé ici. Il est situé à l'intersection entre la section 1 et la section 2. On doit donc prendre les équations de nos deux sections et trouver des points qui font partie de nos deux équations. Donc, on va premièrement prendre l'équation de la première section, y est égal à 4 cinquièmes fois x plus 11 cinquièmes, et trouver des points qui appartiennent également à l'équation suivante, y est égal à moins x sur 2 plus 31 sur 2. Et on doit trouver les valeurs de y. Dans le fond, on veut trouver la hauteur de la structure. Donc, on veut trouver les points y. Mais pour ça, on va premièrement trouver les points x. Donc, on va avoir 4 cinquièmes fois x plus 11 cinquièmes, qui est égal à moins x sur 2 plus 31 demi. On veut trouver les points où est-ce que les y sont égales. Donc, si le y-là est égal avec ce y-là, donc cette portion-là va être égale avec cette portion-là. Donc là-dedans, on va isoler x. On va amener les éléments de notre équation qui comportent x, on va l'amener du côté gauche. Et les éléments de l'équation qui ne comportent pas de x, on va les amener du côté droit. Donc ici, on va avoir 4 cinquièmes fois x. Ici, on a le moins x sur 2 qu'on va envoyer de ce côté-là, donc plus x sur 2. Il va être égal à, ici, on va avoir 31 demi. Ici, on a 11 cinquièmes qu'on va envoyer de ce côté-là, donc moins 11 cinquièmes. Donc ici, si on fait 4 cinquièmes de x plus x sur 2, on obtient 13 x sur 10. Et du côté droit, si on fait 31 demi moins 11 cinquièmes, on obtient 133 sur x. Et ici, on isole x, pas 133 sur x, pardon, 133 sur 10. Et si on isole x ici, on va obtenir x qui est égal à 133 sur 13. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de y. Donc, on va prendre une ou l'autre de l'équation, peu importe laquelle. Par exemple, je vais prendre celle-là ici, et on va remplacer x par 133 13e. On va avoir y qui est égal à 4 sur 5 fois 133 sur 13, plus 11 cinquièmes. Ça, c'est égal à 135 sur 13. Donc, si vous faites ce calcul-là, on va arriver à 135 sur 13, ce qui est environ égal à 10,385 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur maximale de notre structure. Ensuite, en C, on doit calculer l'angle que formera le câble 1 avec le sol. Donc, on veut trouver cet angle-là ici. Donc, on va l'appeler ici θ. Donc, on se rappelle les relations concernant les angles. On va utiliser SOHCAHTOA. Donc, SOHCAHTOA. Donc, on va prendre deux informations qu'on connaît. Par exemple, on connaît la longueur du câble. Donc, la longueur du câble, si on se trace un triangle rectangle, par exemple, je prends une autre couleur. Si on se trace un triangle rectangle comme ça ici, on connaît l'hypoténuse. Donc, la longueur du câble 1 qui est 4,802. Donc, ça va être l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est égale à 4,802.
On va avoir aussi, là après ça, on prend soit la distance horizontale, soit la distance verticale. On peut prendre la distance verticale, c'est 3 moins 0. Donc, la longueur ici, c'est égal à 3. Et ça, concernant notre angle, c'est le côté opposé de l'angle. Donc, on va avoir le côté opposé qui est égal à 3. Donc, on regarde quel élément trigonométrique qu'on doit utiliser si on connaît l'hypoténuse et le côté opposé. Ça va être le sinus. Donc, on a le sinus de notre angle va être égal à le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, on va avoir 3 divisé par 4,802. Donc, si on cherche à isoler, d'isoler θ, on va avoir notre angle qui est égal à sinus moins 1 de 3 divisé par 4,802. Et ça nous donne, on peut avoir la réponse soit en radians ou soit en degrés. Si on l'écrit en degrés, on va obtenir 38,67 degrés. En 1.21, on lance un objet dans les airs et on a l'équation de la hauteur ici qui est donnée en fonction du temps. On nous demande d'abord en A de représenter graphiquement le problème. Donc, ce qu'on va faire, on va se calculer plusieurs points de H. Donc, on va se calculer H de 0, H de 0.5, H de 1, H de 1.5, H de 2, H de 2.5 et H de 3. Donc, avec ces différents points-là, on va être en mesure de se tracer assez fidèlement le graphique. Donc, pour nous aider à faire les calculs rapidement, on va aller dans la calculatrice TI. Et on va premièrement définir la fonction à même la calculatrice. Donc, comment on fait pour définir la fonction? On va définir la fonction h de t. Donc, premièrement, on va écrire h entre parenthèses t. Donc, la fonction se nomme h. Elle est dépendante de la variable t. Ensuite, on se met à la droite de la fonction et on fait le symbole pour déclarer la fonction. Le symbole, c'est le 2 points égal ici, qui est situé au-dessus de la touche des fonctions. Donc, on va faire CTRL, puis cette touche-là ici. Et on va écrire notre fonction. Donc, on va avoir moins 4.9 fois t au carré plus 15t plus 1. Donc, en ce moment, à chaque fois qu'on va écrire la lettre h, ça va appeler la fonction h qu'on a définie ici. Donc, par exemple, on va calculer h de 0. Quand on fait Enter, donc autant t est égal à 0, la hauteur est égale à 1. Si on calcule la hauteur au point 0.5, on obtient la hauteur 7,275. Si on calcule la hauteur en h qui est égal à 1, on obtient la hauteur 11,1. Donc, je vais vous laisser faire, de faire les calculs à la calculatrice. Je vais écrire les résultats ici. Donc, h de 0, on a 1. Donc, avec ces points-là, on va se tracer un graphique. Donc, premièrement, on va se tracer les axes X et Y. Ici, on va faire des graduations de 0,5, 1, 1,5, 2, comme ça ici, jusqu'à 3 ici. Et verticalement, on va faire, on a un maximum qui est situé à 12,5. Donc, on va graduer comme ça ici. On va avoir 2. Ici, on va avoir, par exemple, 4, 8, 12. Donc, chaque carré ici fait des bonds de 2. Et on va marquer nos points qu'on s'est trouvés ici sur notre graphique. Donc, en x est égal à 0, on a un y qui est égal à 1. Donc, on va être situé ici. En t est égal à 0,5, on a une hauteur de 7,3. Donc, 7,3, ça va être situé ici. Ensuite, en t est égal à 1, on va être situé à 11,11.
1, qui va être situé environ ici. Et il nous reste juste à relier les points grâce à une courbe. Donc, on va avoir quelque chose comme ça ici. Donc, on vient de tracer la représentation de la hauteur de notre objet en fonction du temps. Ensuite, en B, on nous demande de trouver la hauteur initiale de l'objet. Donc, ça, on l'a déjà trouvé. Quelle est la hauteur au temps t est égal à 0? C'est égal à 1. Et les unités, ça va être des mètres. Ensuite, en C, on nous demande de trouver la hauteur de l'objet après 2 secondes, donc h de 2. Ici, on l'a déjà calculé. On a 11,4 mètres. En D, ensuite, on nous demande de calculer la vitesse moyenne de l'objet durant les 2 premières secondes. Donc, pour calculer la vitesse moyenne, ce qu'on va faire, on va calculer la différence de hauteur divisé par la différence de temps dans les 2 premières secondes. Donc, on va prendre 11,4 mètres moins 1 mètre qu'on va diviser par la différence de temps. Donc, notre temps T2, c'est égal à 2 secondes. On va soustraire à 0 secondes. Donc ça nous donne, quand on fait 11,4 moins 1, on a 10,4 divisé par 2. Et ça nous donne 5,2 mètres par seconde. Et on nous demande sur le graphe à quoi ça correspond cette valeur-là. Donc premièrement, on va se tracer un point on a le point H0 ici. On a le point H2 qui est situé là. Donc, la vitesse moyenne, ça correspond à la droite lorsqu'on relie nos 2 points. Donc, 5,2, c'est le taux de variation de cette pente-là ici. Ensuite, en E, on nous demande encore de calculer une vitesse moyenne, mais cette fois-ci entre le temps t est égal à 1 seconde et le temps t est égal à 3 secondes. Donc, on va encore calculer delta H sur delta T. Là, on va prendre le temps, on va prendre la hauteur au temps t est égal à 3. Donc, ici, on va prendre 1,9 qu'on va soustraire à la hauteur au temps t est égal à 1. Donc, on va avoir 11,1. Ensuite, la différence de temps, on va avoir 3 secondes moins 1 seconde. Donc ça nous donne moins 9,2 divisé par 2. Donc ça nous donne moins 4,6 mètres par seconde. Et on nous demande comment interprétez-vous le signe dans la réponse. Ici, on a un signe négatif. Ça veut dire que entre le temps t est égal à 3 et le temps t est égal à 1, en fait, on débute au temps t est égal à 1 et on termine au temps t est égal à 3. Donc, la vitesse, puisqu'on a une vitesse négative ici, ça signifie que l'objet s'est déplacé vers le bas. Ensuite, en F, on nous demande à quel moment l'objet atteindra-t-il sa hauteur maximale. Donc, graphiquement, ça va donner environ ici. Pour un petit rappel des équations paraboliques, ici on a une équation parabolique, le sommet d'une parabole est donné par l'équation x est égal à moins b sur 2a. Donc, on va prendre notre équation ici, on va remplacer b par 15 et a par moins 4,9. On va avoir x qui est égal à moins b qui est égal à 15 divisé par 2 fois a. Notre a, on a moins 4,9. Et ça nous donne 1,531 secondes. Donc ça, c'est les coordonnées en x du sommet de notre parabole. Et finalement, en g, on nous demande à quel moment l'objet touchera-t-il le sol. Donc on a un point ici qui est environ égal à, qui est un peu supérieur à 3.
on nous demande de trouver la valeur. Donc ça, on va le trouver en prenant l'équation de la hauteur et en prenant une hauteur qui est égale à 0. Donc on cherche les points où est-ce que l'équation de la hauteur ici va être égale à 0. Donc on va prendre notre équation ici, moins 4,9 fois t au carré plus 15t plus 1 qui est égal à 0. Et on a l'équation ici, on a l'équation quadratique. Donc, on va prendre l'équation t qui est égale à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, on va remplacer ici le b par 15. Donc, on va avoir moins 15 plus ou moins racine de 15 au carré. Notre a, on avait moins 4,9. Donc, ça va être multiplié par moins 4,9 multiplié par c, qu'on avait 1. Et ça, on divise ça par 2a. Donc, 2 fois moins 4,9. Donc, ça ici, ça nous donne moins 15 plus ou moins racine. Si on calcule la portion qui est à l'intérieur de notre racine, on a 244,6. Ça va être divisé. Quand on fait 2 fois moins 4,9, on obtient moins 9,8. Si on calcule racine de 244,6, on obtient 15,64. Donc ça ici, premièrement, on a le moins ici et le moins, donc les moins vont s'annuler. On va avoir 15 plus 15,64 sur 9,8. On va aussi avoir 15 moins 15,64 divisé par 9,8. Donc, cette réponse-là nous donne 3,127 secondes. Cette réponse-là nous donne moins 0,065 secondes. Donc, on a 2 points. On va regarder graphiquement. Dans le fond, le point 3,127, c'est ce point-là ici. Et le point moins 0,065, c'est le point du côté gauche qui est situé ici. Donc, on va garder le point positif ici. Donc, ça ici, c'est notre réponse. En 1.22, on nous sert un café dont la température est donnée par l'équation suivante. On a grand T qui correspond à la température du café en degrés Celsius. Et petit t, c'est le temps qui a été écoulé depuis qu'on nous a servi le café, le temps qui est donné en minutes. Et on nous demande d'abord, en A, d'indiquer la température du café au moment où il a été servi. Donc, on cherche la température au moment t qui était égal à 0. Donc ça, pour faire le calcul, on va prendre notre calculatrice TI et on va définir l'équation de la température du café. Donc, on va écrire T majuscule. Donc, on va faire Shift T. Donc, la fonction de température qui est dépendante de la variable petit t, qui est définie par l'équation suivante, 21 plus 74 fois E exposant moins 0,04531 fois t. Et quand on fait Enter ici, on nous dit qu'il y a un conflit de noms. La raison pour laquelle on a un conflit de noms, c'est parce que la calculatrice TI ne fait pas de différence entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. Donc, en ce moment, la fonction, le nom de notre fonction, elle s'appelle T, et le nom de notre variable s'appelle également T. Donc, il y a un conflit avec la calculatrice à ce niveau-là. Donc, pour indiquer, au lieu d'indiquer grand T ici, avec un T majuscule, on va écrire GT. GT pour grand T. On aurait pu également écrire température ou temp ou remplacer la variable T par X. Ça aurait fait aussi le travail. Donc, on va la définir comme ça ici. Et on cherchait en A la température au temps petit t est égal à 0. On va avoir GT de 0. Et ça nous donne 95. Donc ici, la température au moment où le café a été servi est de 95 degrés Celsius. On nous demande ensuite en B
d'indiquer la température du café après 5 minutes. Donc là, cette fois-ci, on demande grand T de 5. Donc, une fois que la fonction a été définie dans la calculatrice, ça va être très simple à refaire le calcul. Donc, on va simplement écrire GT de 5. Et cette fois-ci, on a, quand on arrondit, on va avoir 80 degrés Celsius. 80 degrés Celsius. Ensuite, en C, on doit indiquer dans combien de temps aura-t-on un café à 50 degrés Celsius. Donc, on doit trouver le temps T tel que la température sera égale à 50 degrés Celsius. Pour résoudre une équation comme ça, on va utiliser la calculatrice et je vais vous montrer une méthode pour résoudre des équations ou des systèmes d'équations avec la calculatrice TI. On va aller dans le menu ici, menu. On va ensuite aller dans Algèbre 3 et Résoudre. Donc la touche raccourcie, c'est Menu 3.1, ce qui nous ouvre la fenêtre, ce qui nous amène la fonction Solve. La fonction Solve, on doit inscrire deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'équation qu'on tente de résoudre. Donc dans ce cas-ci, on cherche à résoudre le grand T de T qui va être égal à 50. Donc on va écrire GT de T qui est égal à 50. Et ensuite, en deuxième paramètre, on doit indiquer quelle variable qu'on cherche à résoudre. Donc, dans cette équation-là, ça va être la variable petit t. Et quand on fait Enter, ça nous indique le temps ici, le temps que ça va prendre pour que l'équation ici soit valide, soit égale. Donc, ici, grâce à la calculatrice, je vais marquer ici Solve TI, parce qu'on a fait un solve avec la TI. On a trouvé le temps qui est égal à 20,67 minutes. Ensuite, en D, on nous demande d'évaluer la limite lorsque t tend à l'infini de notre fonction. Donc, on veut trouver la limite lorsque t tend vers l'infini de notre fonction 21 plus 74 fois e exposant moins 0,04531 fois t. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer la variable t par l'infini. On va avoir 21 plus 74 fois e exposant moins 0,04531 fois l'infini. Quand on a un exposant négatif, ce qu'on peut faire, c'est prendre le terme et l'amener au dénominateur. On va l'amener en dessous de on va le mettre en dessous de la fraction, ce qui va changer le signe de l'exposant et le rendre positif. Donc ça, c'est égal à 21 plus 74 divisé par E exposant. Ici, on fait 0,04531 fois l'infini. On prend n'importe quelle valeur et on la multiplie par l'infini, on va obtenir l'infini. Et là, ici, si on fait 74, mais premièrement, E exposant l'infini, on obtient l'infini. Donc ça va être 21 plus 74 divisé par l'infini. Si on fait 74 divisé par l'infini, on va obtenir 0. On va avoir 21 plus 0, ce qui est égal à 21 degrés Celsius. Et on nous demande à quoi correspond cette valeur-là dans le contexte actuel. Eh bien, ça, c'est la limite lorsque t tend vers l'infini. Donc, ça veut dire que plus qu'on attend dans le temps, plus la température du café va s'approcher de 21 degrés Celsius, qui doit être la température de la pièce. Donc, on va l'indiquer ici. Ensuite, en E, on nous demande, avec un graphique, d'estimer le moment où est-ce que la baisse de température va être la plus rapide. Donc, on va aller dans la calculatrice ici et on va s'ouvrir une fenêtre graphique. Donc, on va faire CTRL document pour ouvrir une nouvelle page ici. Et on veut ouvrir une fenêtre graphique ici. On doit ensuite indiquer la fonction qu'on veut tracer. Donc, soit on réécrit la fonction qu'on veut,
soit on va écrire la fonction gt qu'on avait déclarée tantôt. Le petit élément à faire attention, c'est quand on est dans la fenêtre graphique, les fonctions doivent être selon les variables x. Donc, on doit remplacer, nous, on avait défini la fonction comme étant, la fonction comme étant dépendante de la variable petit t. Donc là, on va remplacer petit t par x. Donc là, la fonction a été tracée. On doit simplement modifier les axes de notre graphique pour représenter, pour qu'on puisse voir le graphique, parce qu'on sait qu'autant t est égal à 0, on avait une température de 90 degrés, et là, le maximum ici est de 6,67. Donc, pour modifier la fenêtre, on va faire Menu, on va aller dans Fenêtre ici, et Réglage de la fenêtre. Donc, premièrement, en x est égal, le x minimum, on va mettre un x est égal à 0. X maximum, on va marquer, par exemple, on va marquer 30 minutes. Au pire, on réajustera par la suite. Le Y minimum, on va marquer 0. Et le Y maximum, on sait qu'autant T est égal à 0, on avait une température de 90. Donc, on va marquer une température maximum de 100. Donc, on voit ici le graphique de notre température. Et on nous demande à quel moment où est-ce que la baisse de température est la plus rapide. On voit avec les graphiques qu'au début, la température du café baisse assez rapidement et plus qu'on attend, moins que le taux de variation est élevé. Donc, la baisse de température la plus rapide survient au début, autant T est égal à 0. Et en F, on nous demande de donner la fonction petit t selon le grand T. Donc, dans le fond, on va prendre l'équation ici et on va donner l'équation. Là, en ce moment, l'équation est donnée selon la variable grand T. Et ce qu'on va faire, on va isoler petit t. Donc, je vais réécrire la fonction ici. On avait grand T qui est égal à 21 plus 74 fois E exposant à moins 0,04531 petit t. Donc, premièrement, on va prendre le 21, on va l'envoyer de l'autre côté. Donc, on va avoir grand T moins 21 qui est égal à 74 fois E exposant à moins 0,04531 fois petit t. Là, ensuite, on va diviser par 74. Donc, on va avoir T moins 21 divisé par 74 qui est égal à E exposant moins 0,04531 fois T. Là, ici, on doit faire disparaître le E, donc on doit faire l'opération inverse de E. Donc, l'opération inverse, c'est logarithme naturel. Donc, on va faire ln de t moins 21 sur 74, qui est égal à moins 0,04531 fois t. Et on doit ensuite diviser par moins 0,04531. Donc, on va avoir petit t qui est égal à ln de t moins 21 sur 74 divisé par moins 0,04531. Donc, ici, on a la fonction, mais on va faire 1 divisé par moins 0,04531. Donc, on va avoir moins 22,0702. Donc, au lieu d'avoir une division par un nombre très petit, on va multiplier par un nombre très grand. Donc, ça va être ça, multiplié par ln de grand T moins 21 sur 74. Donc, ça ici, c'est notre équation. C'est notre équation du temps qui dépend de la fonction, qui dépend de la température du café. En 1.23, on a une mise en situation concernant les tremblements de terre. Vous savez probablement qu'un tremblement de terre est quantifié grâce à l'échelle de Richter. On a ici l'équation de l'échelle de Richter qui nous donne la magnitude, qui est une équation qui dépend de l'énergie déployée par le tremblement de terre. L'énergie, c'est la variable E ici, qui est donnée en joules. Et on va nous poser quelques questions concernant cette équation-là. Par exemple, en A,
on nous dit qu'on a un séisme de 10 exposant 9 joules et on nous demande quelle est la magnitude du séisme qui a déployé cette quantité d'énergie-là. Donc, on va prendre cette équation-là et on va remplacer E par 10 exposant 9 joules. Ce qu'on va faire, on va aller dans la calculatrice et on va définir la fonction M, donc la fonction de magnitude dans la calculatrice pour nous faire gagner du temps pour les calculs de ce numéro. Donc, on va définir la fonction M de E. Ensuite, on définit la fonction ici comme étant 2 tiers fois logarithme. Le logarithme, on a en bleu ici log qui est situé en haut de la touche 10 exposant x. Donc, on va faire CTRL log. Et on s'en va à l'intérieur de la parenthèse. On va avoir au numérateur, on a la variable e. Et au dénominateur, on a 10 exposant 4.4. Donc, on va faire 10 exposant 4.4. Voilà, la fonction est maintenant définie. Donc, pour répondre à la question A, on va calculer la magnitude avec une énergie de 10 exposant 9 joules. Et on a ici un tremblement de terre d'une magnitude de 3,07. Donc ici, on a un tremblement de terre d'une magnitude de 3,07. Ensuite, en B, on nous demande d'exprimer l'énergie en fonction de la magnitude. Donc, en ce moment, on a la magnitude qui est donnée en fonction de l'énergie. On nous demande de faire l'opération inverse, donc d'isoler la variable E ici. Donc, on a la magnitude ici qui est égale à 2 tiers fois log de E sur 10 exposant 4,4. On cherche à isoler E. Donc, premièrement, on va avoir le 2 tiers qu'on va envoyer de l'autre côté. Donc, on va avoir 3 demi fois M qui est égal à log de E divisé par 10 exposant 4,4. Donc, maintenant, on doit faire l'opération inverse de logarithme. Donc, l'opération inverse, c'est 10 exposant, donc c'est une fonction exponentielle. Donc, on va avoir 10 exposant 3 demi fois M, qui est égal à E divisé par 10 exposant 4,4. Et on va envoyer le 10 exposant 4,4 de l'autre côté en le multipliant. Donc, on va avoir E qui est égal à 10 exposant 4,4 multiplié par 10 exposant 3 demi fois M. Et quand on a deux termes qui ont la même base et des exposants différents qui se multiplient, donc si on a 10 exposant 4,4 qu'on multiplie avec 10 exposant 3 demi fois M, ce qu'on peut faire, c'est additionner les exposants entre eux. Donc ça, c'est égal à 10 exposant 4,4 plus 3 demi fois M. Donc ici, on a l'équation de l'énergie qui est donnée en fonction de la magnitude. Et ensuite, on nous pose deux questions concernant... on nous pose deux questions qu'on va utiliser cette équation-là. Donc, en C, on a un tremblement de terre à Rivière-du-Loup qui a eu lieu en 2005 et la magnitude avait été de 5,4. Et on nous demande quelle quantité d'énergie avait été libérée lors de ce tremblement de terre. Donc, dans le fond, on cherche l'énergie lorsqu'on avait une magnitude de 5,4. Donc, on va prendre notre équation ici, on va remplacer M par 5,4. Donc, on avait 10 exposant 4,4 plus 3 demi fois 5,4. Et quand on calcule ça ici, on obtient 3,16 fois 10 à la 12 joules. Ensuite, en D, on nous pose une question concernant le tremblement de terre qui a eu lieu en Indonésie en 2004, donc pas très longtemps avant le tremblement de terre de Rivière-du-Loup. Et on nous dit que le tremblement de terre en Indonésie avait une magnitude de 9. On doit démontrer que ce tremblement de terre-là
était environ 250 000 fois plus, il y avait 250 000 fois plus d'énergie que celui de Rivière-du-Loup. Donc, la première étape, tout d'abord, on va calculer l'énergie du tremblement de terre en Indonésie. Donc, on va calculer l'énergie qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 9 déploie. Donc, on va avoir 10 exposant 4,4 plus 3 demi fois 9. Donc, quand on calcule ça, on obtient 7,94 fois 10 à la 17 joules. Et on va faire un ratio entre les deux. Donc, on va faire 7,94 fois 10 à la 17. Qu'on va diviser par 3,16 fois 10 à la 12. Donc, on fait le ratio entre nos deux tremblements de terre et on obtient 251 189. En 1.24, on a une feuille de carton de dimension 20 cm par 10 cm et on y découpe les quatre coins. On retire un carré de dimension X par X aux quatre coins pour replier replier la feuille de carton sur elle-même. Donc, on va la plier ici pour former une boîte, une boîte sans couvercle. Et en A, on nous demande d'abord de calculer le volume de la boîte si on utilise un X de 3 cm. Donc, le volume, on va utiliser un volume, l'équation de volume, base fois hauteur fois largeur. Donc, la base ici, si on prend ce côté-là ici, initialement, on a 20 cm. On va retirer 2 fois une dimension de 3 cm. Donc, il va nous rester 14 cm pour ce côté-là. La hauteur, c'est, on a une hauteur de X. Donc, on va avoir 3 cm. Et la longueur, donc ce côté-là ici, on a une longueur de 10 cm qu'on va avoir retranché 2 fois 3 cm. Donc, il va nous rester 4 cm. Et quand on fait 14 fois 3 fois 4, on obtient 168 cm3. On nous demande aussi de faire le calcul si on découpe des carrés de 5 cm. Donc, on va faire le même calcul. Le volume, pour ce côté-là, on a 20 cm qu'on va retrancher 2 fois 5 cm. Donc, on va avoir 10 cm. Ensuite, pour la hauteur, on va avoir une hauteur de 5 cm. Et pour ce côté-là ici, on a un 10 cm, donc on va retrancher 2 fois 5 cm. Il va nous rester 0 cm. Donc, si on fait 10 fois 5 fois 0, on obtient 0 cm3. Ensuite, en B, on nous demande d'exprimer l'équation du volume en fonction de la variable x, donc sans définir une variable x de 3 ou de 5 cm, de laisser le volume en fonction de x. Donc, on va avoir le volume qui dépend de x, qui est égal à la base. Donc, la base ici, c'est 20 cm moins 2 fois le côté x. Donc, on va avoir moins 20 moins 2x. Multiplié par la hauteur, notre hauteur, c'est x. Multiplié par la longueur, donc ce côté-là ici. Ce côté-là ici, ça va être 10 moins 2 fois x. Donc, on a ici l'équation du volume qui dépend de la variable x. Ensuite, en C, on nous demande de quel type de fonction s'agit-il. Est-ce que c'est une fonction exponentielle? Donc, est-ce qu'on a la variable x à titre d'exposant? Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a un logarithme dans la fonction? Non. Est-ce que c'est trigonométrique? Non plus. Est-ce que c'est polynomial? Polynomial, c'est sous la forme, je vais l'écrire ici, c'est sous la forme ax, par exemple 3 plus bx2 plus cx plus d. Présentement, elle n'est pas sous pas sous cette forme-là, mais si on fait la distribution, on va éventuellement obtenir une forme comme ça. Si on fait moins 2x fois moins 2x, on va obtenir
4x exposant 3. Et si on fait la distribution complète, on va obtenir la fonction sous la forme suivante. Donc, c'est une fonction sous la forme polynomiale. Et la fonction polynomiale, dans le fond, on a la variable x qui se multiplie 3 fois. Donc, c'est une polynomiale de degré 3. Ensuite, en D, on nous demande de donner, dans ce contexte-là, quel est le domaine de la fonction. Donc, on a ici le domaine de la fonction v. Donc, quelles sont les valeurs de x que la fonction peut prendre? Premièrement, on va regarder la borne inférieure. Quelle est la plus petite valeur que x peut prendre dans notre contexte? Si on prend un x qui est égal à 0, ça veut dire qu'on ne rabat pas les côtés, on ne va avoir aucune hauteur, donc ça ne sera pas une boîte. Donc, ça ne peut pas être la valeur 0. Et si on prend une valeur très proche de 0, par exemple 0,1, on va avoir une boîte très plate, mais ça va être quand même une boîte. Donc, la borne inférieure de notre domaine, ça va être 0, mais 0, la valeur 0 va être exclue, parce que si on a un x de 0, on n'aura pas de hauteur et on n'aura pas de boîte. Et pour la valeur supérieure, on regarde, on essaye de s'imaginer c'est quoi la plus grande valeur de x que ça peut prendre. On l'avait vérifié ici, si on prenait un x de 5 cm, on n'obtenait pas de boîte. On obtenait en fait une feuille de carton qu'on faisait juste replier en deux. Donc la valeur supérieure, ça va être 5, mais 5, la valeur de 5 va être exclue parce que si on prend un x qui est égal à 5, on fait simplement replier la feuille de carton sur elle-même. Ensuite, en E, on nous demande de tracer le graphique de cette fonction. Donc, on va aller à la calculatrice et on va s'ouvrir une fenêtre graphique. Donc, on va faire CTRL et Document pour ouvrir une nouvelle page et on va ouvrir une fenêtre graphique. Et on va indiquer la fonction qu'on veut tracer. Donc, on va avoir 10 moins 2x multiplié par x multiplié par 20 moins 2x. Donc, si on voit la fonction, cependant, elle n'est pas centrée sur les valeurs qu'on veut voir. Donc, on va faire menu fenêtre et on va modifier les paramètres de notre fenêtre. On va indiquer un x minimum de 0. On va garder un x maximum de 10. Le y minimum, il faut essayer de réfléchir quelles sont les valeurs de volume qu'on veut voir. Donc, le volume minimum, on va avoir un volume de 0. Et on sait tantôt que si on avait un x est égal à 3, on avait un volume de 168 cm3. Donc, on va marquer un y maximum, par exemple, de 200. Et voilà, on a un graphique qu'on voit assez clairement la fonction. Donc, on a tracé, pour le numéro 1, on vient de tracer la fonction. Et en F, on nous demande, à l'aide du graphique, d'estimer le volume maximal. Donc, le volume maximal, graphiquement, il va être environ égal à 180 ou 190. Et je vais vous montrer un outil graphique de la calculatrice pour avoir la valeur maximale d'une fonction. Donc, on va aller dans Menu. On va aller dans Analyse graphique. Puis, valeur maximum. Donc, si vous voulez la touche raccourcie, ça va être menu 6 et 3. Et l'outil maximum, on doit indiquer une valeur, une limite inférieure, une limite supérieure à la fonction. Et l'outil va chercher la valeur maximum à l'intérieur de cet intervalle. Donc, on va se placer, par exemple, ici. On va se déplacer. Donc, vous voyez qu'on a ici l'indice maximum qui nous dit dans l'intervalle, le maximum est situé à cet endroit-là. Donc, on va élargir notre intervalle. On va se placer comme ça ici. Et ça vient nous indiquer la valeur maximale de la fonction à l'intervalle qu'on a écrit. Donc, on a en x 2,11 et on a un volume de 192 cm3. Donc, on va aller l'indiquer ici.
Premièrement, en E, on l'avait tracé à la calculatrice TI, donc je vais juste l'écrire. On l'avait tracé à la calculatrice TI. Et en F, également à la TI. On avait trouvé que la valeur de X optimale, c'était 2,11 cm et ça nous donnait un volume de 192 cm3. En 1.25, on a une mise en situation concernant 4 cylindres de même volume. Ils ont tous un volume de 1000 cm3. On va nous poser des questions concernant la hauteur de ces cylindres et leur surface. Donc, premièrement, je vais écrire l'équation du volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est donné par l'aire de sa base. Donc, je vais écrire AB, qu'on multiplie à sa hauteur. Et je vais écrire l'aire de la base en fonction du rayon. Donc, l'aire de la base, c'est pi fois le rayon au carré qu'on va multiplier par la hauteur. Et ensuite, on va nous poser des questions sur la surface. Donc, je vais écrire l'équation de la surface. La surface, c'est l'aire de chaque extrémité, donc 2 fois l'aire de la base, qu'on va additionner avec l'aire de la surface. Donc, je vais appeler AC, l'aire du côté. Et je vais premièrement exprimer l'aire de la base en fonction du rayon. Donc, on a encore 2 fois pi fois le rayon au carré, plus l'aire du côté. Donc, l'aire du côté, ça va être la circonférence du cercle en haut. Donc, on va avoir 2 fois pi fois r, qu'on va multiplier par la hauteur. Donc, si on a l'équation du volume et on a l'équation de la surface, avec ces deux équations-là, on va pouvoir répondre à nos questions. En A, on nous demande d'abord de trouver de trouver la hauteur du cylindre si on a un rayon de 3 cm. Donc, on va prendre ici l'équation du volume. On sait qu'on a un volume de 1000 cm3 et on a un rayon de 3 cm. Donc, on va avoir pi fois 3 au carré fois h. Et on nous demande de trouver la hauteur. Donc, si on isole h, on va avoir h qui est égal à 1000 divisé par pi fois 3 au carré, donc fois 9. Et ça nous donne 35,37 cm. Et on nous demande également de trouver la surface du cylindre. Donc, si on prend notre équation du cylindre ici, on a S qui est égal à 2 fois pi fois le rayon au carré, donc 3 au carré, qu'on additionne à 2 fois pi fois le rayon, donc fois 3, qu'on va multiplier à la hauteur, qu'on vient tout juste de calculer ici, 35,37. Et ça nous donne une surface de 723,22 cm. Et ça, c'est des centimètres carrés, parce que c'est une surface. Ensuite, en B, on nous repose les mêmes questions, mais cette fois-ci en utilisant un rayon de 4 cm. Donc, on va avoir 1000 qui est égal à pi fois 4 au carré fois la hauteur. Donc, si on isole h, on va avoir h qui est égal à 1000 divisé par pi fois 4 au carré, donc fois 16. Et ça, on obtient une valeur numérique de 19,89 cm. Et si on calcule la surface par la suite, on va avoir 2 fois pi fois 4 au carré plus 2 fois pi fois 4 fois notre hauteur qu'on vient de calculer, donc 19,89. Et ça, on trouve une surface de 600,53 cm². Donc, on vient de trouver notre surface ici. On avait trouvé nos hauteurs ici. Ensuite, en C, on nous demande de trouver la formule de la hauteur en fonction du rayon. Donc, on a le volume ici. Dans le fond, on va prendre notre équation ici, mais au lieu d'écrire, de faire les calculs en utilisant une valeur
de rayon, on va laisser la variable R. Donc, on va avoir la hauteur qui dépend du rayon, qui est égale à 1000 divisé par pi fois R au carré. Donc, ça, c'est l'équation de la hauteur en fonction du rayon. Et on doit tracer le graphique à la calculatrice. Mais enfin, on doit tracer le graphique, on va le faire à la calculatrice. Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre graphique et on va écrire notre fonction. On se rappelle, à la calculatrice, quand on veut tracer un graphique, la variable indépendante doit toujours être x. Donc, on va prendre notre fonction et on va remplacer notre variable r par x. Donc, on va avoir 1000 divisé par pi fois x au carré. Donc, ici, on a le graphique de la fonction. Cependant, on n'est pas très centré sur la fonction. Donc, on va faire menu, fenêtre et réglage de la fenêtre. Et on va utiliser les paramètres suivants. Le x minimum, on va avoir 0. Le x maximum, on va le laisser à 10. Le y minimum, on va marquer 0. Et on va mettre un y maximum de 200. Et on fait Enter. Et on voit ici le graphique de la hauteur en fonction du rayon. En D, on nous demande que se passe-t-il avec H quand le rayon devient très petit. Donc, quand on utilise un rayon très petit, on va avoir une hauteur très grande. Donc, en D, si on utilise un rayon très petit, on obtient une hauteur très grande. Donc, si je représente le cylindre, ce serait ce cylindre-là ici. Ensuite, en E, on nous demande si on utilise cette fois-ci un rayon très grand. Que se passe-t-il avec la hauteur? Donc, si on retourne sur notre graphique, si on utilise un rayon très grand, on va avoir une hauteur très petite. Ici, on s'en va dans nos cylindres ici. On a celui-là ici. Quand on utilise un rayon très grand, plus qu'on utilise un grand rayon, on obtient une hauteur plus petite. Donc, on va avoir ici une hauteur petite. Et en F, on nous demande de faire ce calcul-là avec les limites. Donc, premièrement, on veut calculer la limite lorsque le rayon tend vers 0 depuis la droite de notre fonction, donc de 1000 divisé par pi fois le rayon au carré. Donc, on va remplacer la variable r ici par 0 depuis la droite. On va avoir 1000 divisé par pi fois 0 depuis la droite au carré. Donc, si on prend une valeur de 0 qui est un peu plus grande que 0, par exemple 0,00001, la réponse qu'on va obtenir, ça va être une valeur de 0, mais un peu supérieure à 0, donc on va avoir 0 plus. Et si on multiplie cette valeur-là par 3,1416, on va obtenir 0 plus, 1000 divisé par 0. Si on divise un chiffre, si on divise un nombre par 0, on va obtenir l'infini. Ici, on a au numérateur, on a une valeur positive, au dénominateur, on a une valeur positive. Donc, les résultats qu'on va obtenir, ça va être une valeur positive, donc plus l'infini. On doit aussi calculer la limite lorsque r tend vers l'infini de notre fonction. Donc, 1000 divisé par pi fois r carré. Donc, on va encore une fois remplacer r par l'infini ici. On va avoir 1000 divisé par pi fois l'infini au carré. Si on prend l'infini et qu'on le met au carré, on va obtenir l'infini. Donc, on va avoir 1000 divisé par pi fois l'infini. Et si on prend l'infini et qu'on le multiplie par pi, on va obtenir l'infini. Donc, on va avoir 1000 divisé par l'infini. Et si on prend
Si on prend un nombre et qu'on le divise par l'infini, on obtient la valeur 0. Donc ici, grâce à nos calculs de limite, on arrive à la même conclusion qu'ici. Si on utilise un rayon très petit, on va avoir une hauteur très grande. Et si on utilise un rayon qui tend vers l'infini, on va obtenir une hauteur très petite. Ensuite, en G, on doit trouver une formule donnant la surface uniquement en fonction du rayon. Donc ici, on avait trouvé l'équation de la surface en fonction du rayon et de la hauteur. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette équation-là et on va remplacer la hauteur, on va remplacer la variable h par l'équation de la hauteur qu'on avait trouvée ici. Donc la surface, la fonction S de R, c'est égal à 2 fois pi fois le rayon carré, plus 2 fois pi fois r fois la hauteur. Donc, on va prendre ici notre équation de la hauteur. On avait multiplié par 1000 divisé par pi fois r carré. Et ça, cette équation-là peut être simplifiée un peu. Ici, on a pi divisé par pi. Donc, pi divisé par pi, ça nous donne 1. Donc, ça va s'annuler. Et ici, on a pi divisé par... on a r divisé par r carré. Donc, le r ici, au numérateur, va disparaître. Il va rester r au dénominateur. Donc, on va avoir 2 fois pi fois r carré. Plus, on a 2 fois 1000. Donc, on va avoir 2000. Ensuite, on va avoir r au dénominateur. Donc, 2000 divisé par r. Ça ici, c'est l'équation de la surface en fonction du rayon. Et on doit la représenter graphiquement. Donc, on va retourner à notre calculatrice. On va ouvrir une nouvelle feuille graphique. Donc, on va ouvrir une nouvelle feuille graphique et on va écrire l'équation de la surface. Encore une fois, on doit remplacer la variable r par x. Donc, on va avoir 2 fois pi 2 fois pi fois x au carré plus 2000 divisé par x. Donc, la fonction vient d'être tracée. On doit modifier les axes, modifier les graduations des axes pour pouvoir mieux voir notre graphique. Donc, ça, on le détermine, on change les paramètres de x minimum, x maximum, y minimum et y maximum. C'est beaucoup par essai-erreur. On choisit des valeurs jusqu'à temps qu'on soit en mesure de voir toute la fonction. Donc, moi, on va utiliser x minimum de 0, x maximum de 20, y minimum de 0. On va utiliser un y maximum de 2000. Et ça, on voit ici la surface. On voit ici la surface du cylindre qui est donnée en fonction du rayon. Ensuite, en H, on nous demande de calculer d'autres limites. On doit calculer la limite lorsque le rayon tend vers 0 depuis la droite. Donc, si on utilise un rayon très petit, quelle sera la surface? Donc, on va prendre l'équation de la surface ici. 2pi fois r carré plus 2000 sur r. Donc, on va remplacer le r par 0 depuis la droite. Donc, on va avoir 2 fois pi fois 0 depuis la droite au carré plus 2000 divisé par 0 depuis la droite. Ici, si on fait 2 fois pi, mais en fait, si on fait 0 depuis la droite au carré, on va obtenir 0 depuis la droite. Si on le multiplie fois 2pi, on va obtenir 0 depuis la droite. Plus, ici, si on fait 2000 divisé par 0, on va obtenir l'infini. Et on a une valeur positive qu'on divise par une valeur positive, on obtient une valeur positive. Et ensuite, si on fait 0 plus l'infini, on va obtenir l'infini. On doit aussi calculer la limite lorsque le rayon est très grand, donc lorsque le rayon tend vers l'infini de notre fonction 2pi r carré plus 2000 divisé par r. Donc, on va remplacer le r par l'infini. On va avoir 2pi fois l'infini au carré plus 2000 divisé par l'infini.
Donc 2 fois pi fois l'infini au carré, on a l'infini. Et ici, si on divise 2000 par l'infini, on va obtenir 0 depuis la droite. Et encore une fois, si on fait l'infini plus 0 depuis la droite, on obtient l'infini. Et on peut vérifier notre résultat graphiquement. Sur notre graphique, si on s'approche de x est égal à 0 depuis la droite, on va obtenir une surface extrêmement grande. Et si on se déplace dans l'axe des x vers la droite, la surface se remet à monter vers l'infini. Et en i, on nous demande, en observant le graphique ici, déterminer quel rayon on doit utiliser pour minimiser la surface de la boîte. Donc, on va encore une fois utiliser les paramètres graphiques de la calculatrice. Donc, on va faire menu 6 et 2. Donc, menu, ensuite analyse graphique et une valeur minimum. On doit sélectionner l'intervalle à laquelle la calculatrice va analyser la limite, va analyser la valeur minimum. Donc, on doit se placer à gauche de notre valeur minimum, ensuite à droite de notre valeur minimum. Et on trouve ici un rayon de 5,42, ce qui nous donne une surface de 554. Donc, je vais aller l'indiquer ici. En i, grâce à la calculatrice TI, on a trouvé un rayon de 5,42 cm, ce qui nous donnait une surface de 554 cm². Voilà, on vient de terminer le cours numéro 1. S'il y a des éléments que vous aviez moins bien compris, n'hésitez pas à revenir en arrière et à refaire les exercices. Et on se revoit la semaine prochaine.